C'est notamment grâce au soutien américain que les Ukrainiens en ce moment peuvent empêcher les Russes de progresser très certainement. Et Joe Biden a de nouveau dit ce soir, ces dernières heures, que les États-Unis ne lâcheraient pas l'Ukraine. Il le dit dans le magazine Time. Regardez ces mots plus précisément. La paix consiste à garantir que la Russie n'occupera jamais l'Ukraine. Si nous laissons l'Ukraine s'effondrer, vous verrez la Pologne disparaître et toutes ces nations le long de la frontière russe tomber. Il ne parle pas, colonel Goya, des éventuelles pertes de territoire, mais de l'existence de l'Ukraine. C'est une façon d'être ferme tout en ouvrant la porte à une solution négociée ? Oui, mais comment dire, la stratégie américaine, ça a toujours été stratégie du dosage. Depuis l'administration Eisenhower, enfin depuis que les Américains se sont aperçus qu'ils étaient face à un adversaire nucléaire et avec qui ils ne pouvaient pas, pour le coup, faire la guerre, sous peine de destruction mutuelle, et ils ont décidé de faire de l'endiguement. Voilà, donc depuis 70 ans, pratiquement, les États-Unis font de l'endiguement face aux puissances nucléaires, la Russie et même la Chine. Et donc, dans ce cadre-là, ils dosent leur effort pour contenir la Russie, pour contenir la menace le plus bas possible, comptant sur les contradictions internes des régimes pour éventuellement qu'à un bout d'un moment donné, ils s'effondrent. Mais dans le cas présent, oui, la stratégie américaine, c'est une stratégie qui est défensive, encore une fois, c'est une stratégie défensive, il ne s'agit pas de porter l'offensive en Russie, il ne s'agit pas d'abattre le régime russe, il s'agit de le contenir, et donc de le contenir partout, alors en Ukraine, en Pologne éventuellement, enfin partout où c'est possible, sachant que, je termine là-dessus, que les États-Unis n'ont pas que ce front à gérer aussi, que ce front aussi à doser, ils ont d'autres fronts, ils ont la Corée, Taïwan, etc., et donc ils sont obligés de tenir compte de tout ça en même temps, ce qui explique aussi quand même assez largement, je pense, leur prudence à chaque fois, dans chacun de ces dossiers. C'est vrai qu'on voit bien, Vincent, ici, c'est donc oui, une façon d'être ferme tout en ouvrant la porte à une solution éventuellement négociée, à ces déclarations de Joe Biden. Oui, mais ça sacralise en quelque sorte une forme de consensus qui a été laborieusement réussi par les partenaires occidentaux de l'Ukraine, c'est l'idée que le dessein de Poutine ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. Et que si l'Occident cède sur l'enjeu ukrainien, eh bien c'est effectivement tout ce flanc des pays baltes à la Moldavie, via la Transnistrie, et via évidemment la Pologne, qui risque d'être fragilisé et d'attiser les convoitises et les appétits du Kremlin. Donc oui, mais effectivement, comme vous le dites, Julien, ça veut dire que il est en train, d'une certaine manière, d'essayer de faire bouger les paramètres de la négociation à venir. Et on l'a toujours dit ici, le jour où il y aura négociation, car ce jour adviendra, il faut simplement que l'Ukraine soit en position de force. Et c'est grosso modo ce que je lis entre les lignes du propos de Biden. Alors Biden a l'offensive sur ce thème, il est en pleine campagne électorale. On va y revenir dans quelques instants sur cette campagne électorale, mais ça veut dire qu'il pense que ça peut être porteur pour lui, parce qu'il y consacre une bonne part. Dans le Time, c'est pas rien aux États-Unis, ce magazine, en ce moment, ça veut dire quoi pour lui ? En effet, d'un point de vue électoral, Biden se fait déjà reprocher d'avoir un peu perdu la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'il n'a pas... son bilan n'est pas extrêmement positif. Il y a toujours eu le trop peu, trop tard. Les États-Unis, comme vous le rappeliez très bien, n'ont jamais voulu en fait assurer la victoire de l'Ukraine. Ils se sont toujours arrêtés au moment où l'Ukraine était en train de reconquérir des territoires. Ils ont absolument dosé cela. Et en même temps, Biden est pris donc entre l'image qui pourrait porter d'une défaite de l'Ukraine qui lui serait imputée, ce qui n'est pas bon pour lui. Il a aussi quand même une conscience démocratique, c'est-à-dire que, comme le disait Vincent, il est conscient du fait que le projet de Poutine est véritablement non pas de s'arrêter à l'Ukraine, mais de mettre la main sur le continent européen d'un point de vue territorial ou en tout cas idéologique, enfin de gagner du terrain et de gagner dans les idées et d'avoir des leaders qui sont à sa botte un peu partout. Enfin, c'est un projet à long terme. Et puis, il y a aussi le coup près de l'élection de Donald Trump le 5 novembre. Et donc, il faut... en effet, il ne s'agit pas de savoir si on va négocier un jour la paix en Ukraine. On la négociera un jour. La question, c'est quand et comment, et arriver, évidemment, dans une position la meilleure possible pour négocier. On n'y est pas du tout, parce que là, les Ukrainiens ne sont pas du tout en mesure d'accepter une négociation, et Poutine non plus, qui ne se contentera pas du Donbass. Donc, on essaye simplement d'avancer et de faire en sorte que... Je ne crois pas beaucoup à une négociation de paix. À vrai dire, je pense, dans un premier temps, qu'il y aura peut-être un gel, une pause. J'imagine mal que les uns et les autres se
contenteront du statu quo à long terme. Les Russes voudront toujours aller plus loin, en tout cas si Poutine reste au pouvoir. Et les Ukrainiens, si on les ampute de territoires auxquels ils tiennent, il y aura toujours des guérillas et une volonté de continuer. Donc à mon avis, ce qu'on peut espérer à court terme, c'est que l'Ukraine soit suffisamment en position de force pour que l'un et l'autre puissent se dire on gèle avec des arrière-pensées, parce les deux parties auront des arrière-pensées, se diront on continuera quand on en aura les moyens. Et restons aux États-Unis avec Joe Biden qui monte à l'assaut aussi contre son adversaire Donald Trump. On ouvre notre page élection américaine. Avec Nicole Bacharan qui nous rejoint. Bonsoir Nicole. Joe Biden a décidé de se lâcher. Il commande pour la première fois la condamnation de Donald Trump et il le traite de délinquant. Un ex-président qui est un délinquant condamné se présente à la présidence. Nicole, jusqu'à présent, il avait évité les attaques frontales. Pourquoi est-ce que Joe Biden vient de durcir le ton? Alors c'est vrai qu'il l'avait évité. Ça fait plus d'1 an qu'il dit qu'il faut que la justice fasse son travail. Mais là, le verdict est tombé. Coupable 34 fois. Et la Maison-Blanche, depuis 3 jours, confère sur comment on peut s'en servir au mieux. Et effectivement, aujourd'hui, Joe Biden y est allé, si j'ose dire, frontalement, traitant Donald Trump de cinglé. Il a dit qu'il est devenu fou après avoir perdu l'élection de 2020. Il sera pire s'il est réélu, et ce serait la première fois qu'un authentique délinquant, un repris de justice, serait dans le bureau ovale. Ça, historiquement, on ne peut pas donner tort à Joe Biden. Ce serait vraiment une première. Donald Trump, la veille, il a aussi haussé le ton. Mais dans un autre registre maintenant, il a dit, au cas où il serait condamné à une peine de prison, je ne suis pas sûr que le public soutiendrait donc une peine de prison. Vous savez, à un moment, il y a un point de rupture. Le point de rupture, comment le traduire en langage Trump? Ça veut dire quoi? Ça veut dire appel à de nouvelles émeutes? Ça veut dire appel à la guerre civile? C'est menace de violence. Voilà, c'est très clairement ça. Et c'est un langage qu'il emploie depuis toujours, à la moindre contrariété, si j'ose dire. Et parfois, ce sont des contrariétés très très vives. Mais si je ne gagne pas l'élection, il y aura des violences. Si l'élection est truquée, il y aura des violences. Si la sentence est trop dure, il y aura potentiellement des violences. Et souvenez-vous de ce débat ou j'ai envie de dire contre Joe Biden en 2020 pendant la campagne, où Donald Trump avait dit à ses troupes, les fameux Proud Boys, qui sont des milices armées, reculez d'un pas et tenez-vous prêts. Ça veut dire tenez-vous prêts si je ne suis pas élu. Donc ça, la menace de la violence politique dans un pays où il y a quand même 300 millions d'armes, c'est quelque chose que les Américains prennent très au sérieux. Il y a une vraie inquiétude. D'une façon quand même à chaque fois, dit un peu à demi-mot. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire, mais il ne le dit pas de façon totalement explicite, sans doute pour pouvoir s'en défendre plus tard, ce qu'il avait fait au moment du 6 janvier. On va voir les mots de Joe Biden dont vous nous avez parlé. Joe Biden, il parle ici de la défaite lors de la dernière présidentielle et il dit Trump, quelque chose s'est brisé dans ce gars-là pour de vrai, ça le rend littéralement fou. S'il dramatise à ce point, Joe Biden, c'est aussi, on l'imagine, pour essayer de ramener à lui les modérés, les républicains qui ne sont pas forcément fans de Trump. Ah mais complètement, parce que je sais que vous avez regardé les sondages. On va les voir. Moi aussi, et vous avez quand même 2 groupes de gens qui sont particulièrement intéressants. On ne sait jamais trop combien de personnes ils représentent. Mais vous avez les indépendants, les gens qui ne sont ni démocrates ni républicains et qui ont quand même une assez mauvaise idée de Trump après ce verdict. Et puis vous avez encore une sous-catégorie, j'ai envie de dire, ceux qui détestent Trump et Biden, les double haters. Et ceux-là, alors là, mais à 2/3, disent il ne faut pas que Donald Trump se représente, et ils sont contre lui à 2/3. C'est pas forcément un pourcentage énorme, mais dans une élection qui va être serrée. On les regarde, ces chiffres ensemble. Oui. Comment ce message il est entendu par les Américains? Des premiers sondages, vous le disiez, ont été publiés depuis le jugement donc, de Donald Trump pour savoir si ça changeait les choses. Et d'abord, il y a une majorité qui pense que la condamnation, elle est justifiée. 54% des Américains pensent, et vous le voyez, que la condamnation, elle est justifiée. Et la moitié pense qu'il devrait se retirer. Un taux qui tombe à 15% chez les républicains. Ah, c'est pas très bon pour lui tout de même. Non, mais c'est quand même pas très bon pour lui. Alors moi, ce qui me fascine, c'est que pour qui allez-vous voter?
on se retrouve quasiment à 50-50. Mais on sent qu'il y a des choses qui bougent, des appréciations, des points de vue sur ces deux candidats. Et c'est vrai que vous pouvez être à la fois quelqu'un qui dit le verdict, il est justifié. Parce qu'honnêtement, les preuves étaient là. Après, est-ce que la sentence devrait être très lourde? C'est encore un autre sujet qu'on verra au mois de juillet, sauf erreur de ma part. Mais bon, c'est vrai qu'il a bidouillé ses comptes pour payer sans que ça se voit une actrice porno. Donc, c'est justifié. Mais ensuite, est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas voter pour lui? Pas forcément.